Miss Mac. Publié pour la première fois en 1986, traduit de l'anglais par Patrick Marcel. Lorsque Miss Mac apparut à Babylone à la fin de l'été 1957, personne ne sut ce qu'il fallait en penser. Elle venait d'une petite ville appelée Pincon et avait là-bas un frère qui coiffait les dames dans sa cuisine. Miss Mac était une femme immense, au visage porcin et aux cheveux noirs, courts et crépus, qui paraissait toujours gras. Ses vastes robes informes en tissu imprimé de motifs minuscules semblaient être restées trop longtemps au soleil. Elle portait invariablement des tennis, même à l'église, parce que, comme elle le reconnaissait avec candeur, toutes les autres sortes de chaussures se disloquaient sous son poids. Certes, elle n'était pas vieille, mais on regarde différemment une femme d'un tel gabarit et d'un tel aspect, et personne à Babylone ne se posait de questions sur son âge. 7 ans durant, elle avait parcouru l'Alabama, la Géorgie et la Floride, chargée de préparer l'arrivée du photographe qui venait ensuite prendre des clichés des enfants dans les écoles primaires. Elle était déjà venue à Babylone, précisément pour ce travail, et les instituteurs se souvenaient d'elle. À présent, le photographe était mort et Miss Mac se présentait seule. Elle fournit au directeur de l'école son certificat général d'études et son brevet d'institutrice de l'université d'Auburn et lui déclara: Monsieur Hill, je veux que vous me donniez un emploi. Ce qu'il fit. Non que Monsieur Hill ait été intimidé, mais il disposait d'un poste vacant et savait reconnaître une bonne institutrice quand il en voyait une. Tout le monde aimait Miss Mac. Ses élèves du cours moyen l'adoraient. Comme elle avait hérité de l'appareil du photographe itinérant, elle prenait des clichés de chaque élève de sa classe et les fixait sur le panneau d'information avec leur nom en dessous. Son point fort, c'était les fractions, et elle exerçait les enfants sans répit. Son point faible, c'était l'histoire de l'Alabama. Aussi se contenta-t-elle de leur apprendre l'hymne de l'État. Dans la cour de récréation, Miss Mac jouait au baseball avec les garçons. Les joueurs de champ intérieur tremblaient, et ceux de champ extérieur se plaquaient au grillage quand venait son tour de prendre la batte. À la balle au prisonnier, elle enroulait son bras autour de la balle si serré et si fort que celle-ci semblait s'enfouir dans sa chair. Puis elle le déployait si vite et la lançait avec tant de puissance que même les plus solides, au centre du cercle, glapissaient en plongeant au sol. Ces lancers étaient capables d'étendre quelqu'un de tout son long. Comme on appelait toutes les institutrices Miss, savoir si Miss Mac était mariée ou pas était un sujet de spéculation parmi les élèves. Lorsqu'une petite fille rapporta que Miss Mac vivait seule dans l'un des 4 appartements à côté de la bibliothèque, tous les enfants suffoquèrent presque de la sensation d'avoir profondément pénétré le mystère de sa vie privée. Cette vie attisait également la curiosité de ses collègues enseignants. La première chose qu'on remarqua fut que, selon l'expression de M. Hill, elle faisait bien chauffer le distributeur de boissons, y glissant une pièce de 5 cents à chaque interclasse et buvant un Coca-Cola dès que l'occasion se présentait. Il apparut que Miss Mac ne pouvait pas emprunter le couloir de la salle des professeurs sans faire un crochet à 5 cents. Elle en gardait un stock dans la poche fanée de sa robe fanée. Et elle descendait une bouteille à une vitesse telle que ça lui aurait valu des prix à la foire du comté. Son appartement n'était pas seulement voisin de la bibliothèque. Il jouxtait aussi l'usine de mise en bouteille Coca-Cola. Elle achetait une caisse par jour au tarif de gros, été comme hiver, et déclarait qu'en fait, elle les préférait tièdes plutôt que glacées. Chaque week-end, Miss Mac disparaissait de Babylone. On supposait qu'au volant de sa Pontiac mauve, elle allait à Pincon rendre visite à son frère et peut-être s'asseoir dans la cuisine avec lui, vidant des cocas pendant qu'il coiffait ses dames. Mais un jour, elle les surprit tout en expliquant qu'elle passait la majorité de ses jours de repos à la pêche. Elle se rendait à Defuniak Springs parce que c'était là-bas que se trouvait le meilleur coin à truites du monde. Elle possédait une petite caravane, le fourgon du photographe itinérant, débarrassée de son équipement, garée au bord de l'eau, et chaque week-end, Miss Mac et 3 caisses de coca allaient lui rendre visite.
En dépit de son allure extraordinaire et inquiétante, Miss Mac se fit rapidement des amies à Babylone. Et la première fut l'autre institutrice du cours moyen, Janice Falk. Cette dernière n'avait guère plus de 22 ans. Elle sortait à peine de la fac, était petite, jolie et toujours souriante. On disait qu'elle devait posséder une commode entière de corsages blancs à manches courtes et bouffantes, car on ne la voyait jamais porter autre chose. Elle avait sur les épaules de petits pulls et des vestes retenues par une chaîne en or attachée au revers. Janice avait adoré chaque minute de ces 2 années passées à enseigner. Ses élèves l'adoraient en retour, mais avaient tendance à abuser de sa gentillesse parce qu'on pouvait tout obtenir d'elle à force d'insister. Monsieur Hill, le directeur, songeait même à la convaincre ainsi de se marier avec lui. Il l'avait emmenée 2 ou 3 fois à Hamilton manger une pizza. Ils étaient allés au cinéma à Pensacola. Il lui avait demandé conseil sur l'achat d'un cadeau d'anniversaire pour sa mère. C'était un homme mince, au large sourire, qui ne jugeait pas nécessaire de se déclarer immédiatement. Le moment venu, il ne doutait pas de sa capacité à persuader Janice de prendre le chemin de l'hôtel. Après tout, il l'avait engagée, non? Et il s'était toujours arrangé pour lui confier la classe aux enfants les plus doués et les mieux élevés, non? Janice était exactement le genre de jeune femme impressionnable à s'imaginer qu'on se doit de rembourser de telles faveurs, avec de considérables intérêts. M. Hill avait même confié à sa mère son intention de l'épouser, et Madame Hill, une veuve qui vivait dans une vieille maison de Sweetgum Head, avait approuvé de tout cœur. En fait, elle avait même incité son fils à demander la jeune femme en mariage sans plus tarder. Lui ne voyait pas de raison de se hâter, mais plus tard, il regretta de ne pas avoir suivi son conseil. Lorsque Madame Hill discuta à nouveau de Janice Falk avec son fils, à Halloween, celui-ci lui prêta attention, et il suivit ses instructions à la lettre. Car ce que M. Hill n'avait pas pris en compte dans ses visions optimistes d'une cour facile et d'un mariage aisé, c'était l'amitié entre Janice et Miss Mac. Pendant la récréation, un vendredi matin, la petite brute de la classe de Janice était tombée dans la cour et s'était fendu le crâne sur une pierre. Janice s'apprêtait à courir chercher M. Hill. Lorsque Miss Mac, déjà sur place, s'agenouilla sur le sol sablonneux, souleva la tête du garçon pour la poser sur ses genoux, avant de la panser avec tout le sang-froid d'une infirmière diplômée. Janice commença alors à se tourner vers Miss Mac quand elle avait besoin d'aide ou de conseils. Bientôt, elle vint pour le seul plaisir de sa compagnie. La mère de Janice était morte et son père travaillait 5 semaines sur 6 sur une plateforme pétrolière en Louisiane. Elle vivait seule dans une maisonnette qu'on apercevait depuis l'école. Elle rendait visite à Miss Mac dans son appartement niché entre la bibliothèque et l'usine de conditionnement, et Miss Mac lui rendait visite dans sa petite maison solitaire. Avec la Pontiac mauve de Miss Mac, elles allaient au Starlight Drive-In. Si elle regardait des films d'horreur, Miss Mac tenait la main de Janice pendant les passages effrayants et la prévenait lorsqu'elle pouvait rouvrir les yeux. Miss Mac trouvait naturel, une fois qu'elles avaient terminé de manger, de se rendre en voiture jusqu'à l'aéroport de Pensacola, pour le simple plaisir de regarder les avions décoller et atterrir. Sur la route, tard le soir, elle venait se placer pile à hauteur des diesels à 18 roues et demandait à Janice d'ouvrir sa vitre. Cette dernière passait prudemment la tête au dehors pour crier au chauffeur du poids lourd. « Vous voulez faire la course avec Miss Mac ?» Bref, elle savait faire passer de bons moments à une fille. Quand arriva l'été, Miss Mac et Janice étaient devenues inséparables et elles formaient assurément un couple insolite. Miss Mac avait une vaste silhouette, sombre et inquiétante, et les gens dans la rue avaient tendance à s'écarter de son passage. Elle évoquait un gros engin agricole qui aurait abandonné son fermier et ses champs. Janice Falk était menue, réservée et impeccablement soignée, comme une poupée de petite fille riche. Une très belle poupée avec laquelle on ne jouait pas souvent. Les 2 femmes, prenant en considération le supplément de salaire et saisissant l'occasion d'être ensemble, assurèrent tous les cours de rattrapage dispensés pendant l'été. Comme si 5 jours par semaine, à longueur de journée, ne leur suffisaient pas à goûter le bonheur qu'elles éprouvaient à être ensemble, Miss Mac commença à emmener Janice à Defuniak Springs chaque week-end. Gavin Pond, légué à Miss Mac par le photographe itinérant, couvrait à peine 2 hectares.
cerné de tous côtés par une dense forêt de pins. Une des extrémités de l'étang était beaucoup moins profonde que l'autre, et à cet endroit, un grand bosquet de cyprès s'avançait dans l'eau sur une dizaine de mètres. La caravane, qui affichait encore le nom et les promesses du photographe, était installée dans une clairière sur la berge ouest. En face, il y avait un petit cimetière où reposait celui-ci, ses ancêtres et sa famille par alliance. Une piste en terre, plutôt 2 ornières garnies de gravier en fait, avaient été tracées à travers la forêt autour de l'étang. Direction nord, elle bifurquait vers la route de terre battue qui menait au quartier réservé aux personnes de couleur à Defuniak Springs. L'un dans l'autre, Gavin Pond était aussi loin de tout qu'on peut l'être. Miss Mac et Janice y arrivaient chaque vendredi soir, ne s'arrêtant en route que pour acheter une boîte à café de verre et une cage à lapins de grillon. Elles déchargeaient la voiture, préparaient le dîner et jouaient au rami jusqu'à 22 heures, heure à laquelle elles allaient dormir. Le lendemain matin, elles se levaient avant l'aube, prenaient leur petit déjeuner, préparaient un repas pour midi et grimpaient dans la petite barque verte amarrée à l'un des cyprès. Elles pêchaient toute la matinée et jetaient en vrac truites et brèmes au fond de l'embarcation. Janice trouvait cela très distrayant, du moment que Miss Mac appâtait son hameçon et en retirait ensuite les poissons à l'asphyxie. Les 2 femmes, sous leurs chapeaux de paille, ne parlaient pas et on n'entendait que les martins pêcheurs dans les cyprès et les grillons dans leurs cages, posés au soleil sur le capot de la Pontiac. Miss Mac aimait ce bruit et disait qu'ils stridulaient plus fort quand ils avaient chaud. À midi, elle ramait jusqu'au petit cimetière. Là, entre les tombes des Gavin, elle déjeunait de sandwichs et de Coca-Cola, bien que Janice, pour taquiner son amie, insiste parfois pour prendre plutôt du Dr Pepper. Sur cette faute de goût, Miss Mac et elle passaient le temps dans un débat aussi amical que bien rodé. Dans la chaleur de l'après-midi, elle rejoignait la caravane. Tandis que Janice faisait une sieste, Miss Mac s'asseyait dans la Pontiac, malgré le vinyle brûlant des sièges, et suivait le match de baseball à la radio. Cette marotte hebdomadaire nécessitait toujours le transport d'une batterie de secours dans le coffre, en cas de panne. En fin d'après-midi, elle s'installait sur des chaises pliantes au bord de l'étang et bavardait, bavardait, bavardait tout en essayant de chasser les moustiques. Miss Mac avait un gros bâton posé en travers des genoux, et chaque fois que Janice hurlait en montrant du doigt un serpent, elle bondissait de sa chaise et tuait l'animal d'un seul coup. Elle soulevait alors le corps brisé avec son bâton et l'agitait sous le nez de Janice pour se venger du Dr Pepper. Un jour, Miss Mac tua un serpent à sonnette, n'hésitant pas une seconde à courir vers l'animal pour le rouer de coups, avec autant de férocité que s'il s'était agi de la plus inoffensive des couleuvres. Elle lui trancha la tête et la cascabelle, l'écorcha, le vida de son unique alignement d'entrailles, puis le lova en spirale au fond d'une poêle avec du beurre et le fit frire. Elle en fit avaler 2 bouchées à Janice et finit presque tout le reste elle-même. Mais en général, le soir, elle mangeait les poissons qu'elles avaient pêchés dans la journée. Miss Mac en consommant là encore bien plus que Janice. Après dîner, elle jouait de nouveau aux cartes, se lisait des devinettes ou simplement bavardait, bavardait, bavardait. Elle rentrait en voiture à Babylone le dimanche après-midi, arrivant parfois à la nuit tombée, hâlée et exténuée, mais déjà impatiente du prochain week-end. Monsieur Hill était au courant de ses sorties, et ça ne lui plaisait pas du tout. L'amitié qu'elle entretenait avec Miss Mac avait transformé Janice et, du point de vue de Monsieur Hill, pas pour le mieux. Elle ne voulait plus aller manger de pizza à Milton parce que Miss Mac n'aimait pas la pizza et que Janice avait décidé qu'elle n'aimait pas ça non plus. Elle ne considérait plus comme un merveilleux privilège d'être invitée à aller voir un film à Pensacola, parce qu'il était beaucoup plus divertissant d'aller à l'aéroport, regarder les avions décoller et atterrir, et essayer de deviner quel passager qui passait le portillon allait rejoindre les gens attendant au café. Monsieur Hill n'avait même plus l'occasion de la voir à l'église le dimanche matin, de s'asseoir à côté d'elle et de tenir son livre de cantiques, puisqu'à ce moment-là, Janice pêchait à Gavin Pond en compagnie de Miss Mac, tout en se faisant griller au soleil et dévorer par les moustiques. Bref, il était inquiet.
Il craignait que, sous l'influence de Miss Mac, elle ne refuse sa demande en mariage. Sa mère, à qui il confia ses appréhensions, déclara: Miss Mac ne laissera jamais partir Janice. Tu dois reprendre ce qui t'appartient de droit. Et si tu n'y arrives pas, alors reviens me voir, et moi, je te dirai ce qu'il faut faire. Au-delà de son penchant pour Janice Falk, M. Hill n'avait nullement l'intention de laisser une grosse femme aux cheveux gras et au visage porcin déjouer son plan bien commode. Un jour d'août, après une réunion d'enseignants destinée à préparer la rentrée suivante, M. Hill demanda à Miss Mac: Vous continuerez à aller pêcher sur votre étang lorsque l'école aura repris? J'espère bien, répondit-elle, même si désormais nous ne pourrons sans doute plus partir avant le samedi matin. Ignorant avec habileté le nous de Miss Mac, M. Hill poursuivit: Mais cet endroit, où se trouve-t-il en fin de compte? À une vingtaine de kilomètres au sud de Defuniak Springs. Vous savez quoi? Ma maman habite à Sweet Gum Head. Vous connaissez? Je dois traverser Defuniak Springs pour m'y rendre. Un de ces jours, en y allant, je m'arrêterai par chez vous pour vous rendre une petite visite. Ce sera avec plaisir, monsieur Hill. Nous avons une canne à pêche et une chaise pliante en plus. Ce week-end, je vous la réserve, et Janice et moi guetterons votre arrivée. Dans des circonstances ordinaires, Miss Mac aurait étendu son hospitalité à la mère de monsieur Hill. Mais au cours de ses pérégrinations dans les campagnes du Sud, elle avait entendu les histoires qu'on racontait sur cette vieille femme. Si Janice et Miss Mac retournèrent à Gavin Pond chaque week-end de septembre, M. Hill ne les y rejoignit pas. Finalement, un jour de la fin octobre, Janice lui dit: Monsieur Hill, je croyais que vous deviez rendre visite à votre maman et passer nous voir à l'étang, Miss Mac et moi. J'aurais bien aimé, parce qu'il commence à faire froid et ce n'est plus aussi agréable. Nous y retournons pour le week-end de Halloween, mais ce sera la dernière fois avant le printemps. Oh, mon Dieu! S'exclama M. Hill, visiblement très contrarié. Je ne vous ai pas prévenu, Janice? Prévenu de quoi? Nous allons avoir besoin de vous ici à l'école la nuit de Halloween. Samedi? C'est ça. J'allais confier ce petit travail à Miss Flurnoy, mais son mari se fait opérer vendredi à Pensacola, et elle m'a prévenu qu'elle ne pourrait pas. Un calcul biliaire. Janice fut bouleversée, parce qu'elle avait eu l'intention de savourer ce dernier week-end à l'étang. Elle alla trouver Miss Mac avec une expression abattue et annonça la nouvelle à son amie. « Oh, ce n'est pas grave, lui répondit celle-ci. Je vais vous dire, on partira dimanche. On se contentera d'un seul jour, voilà tout. Pas question, s'indigna Janice. Je ne veux pas que tu rates ce week-end à cause de moi. Tu t'y rendais bien avant de me connaître et je n'ai absolument pas envie de te faire manquer ton dernier samedi là-bas. Le dimanche n'est jamais aussi agréable sur les temps et tu le sais. Vas-y, je te rejoindrai en voiture dimanche matin. J'arriverai avant que tu ne sois sorti du lit. De bonne heure, le matin de Halloween, Janice sonna chez Miss Mac avec un sac en papier rempli de sandwichs. En ouvrant la porte, Miss Mac recula de plusieurs pas sur le seuil, apparemment effrayée. Janice portait un masque de Frankenstein. « Janice, c'est toi là-dessous? Parce que sinon, désolé, je ne sais pas qui vous êtes, mais je n'ai plus une seule barre de chocolat dans la maison. Je les ai toutes finies hier soir. » Janice retira son masque. « Ce n'est que moi !» et elle lui tendit le sac de sandwich. « J'aimerais bien venir moi aussi, soupira-t-elle. « Tu viendras demain. Apporte-moi les bonbons que tu auras récoltés. J'adore les Snickers, ça se marie à merveille avec le coca. » Miss Mac partit seule dans sa Pontiac et Janice se rendit à la cafétéria de l'école. Elle allait commencer les décorations pour la fête organisée ce soir-là pour les enfants. À Gavin Pond, Miss Mac ne modifia pas d'un iota son emploi du temps habituel, bien qu'il lui faille reconnaître, assise seule dans la petite barque verte au milieu de l'étang, qu'elle aurait préféré que M. Hill choisisse quelqu'un d'autre pour préparer la soirée de Halloween. La compagnie de Janice lui manquait cruellement. Sans son amie, Gavin Pond semblait totalement différent. Au moment où elle ressassait cette pensée pour la 200e fois, elle fut surprise d'entendre une auto remonter la piste qui entourait l'étang. Elle leva les yeux mais ne put apercevoir la voiture à travers le rideau d'arbres. Elle ramena la barque au bord, espérant avec ferveur que ce soit Janice venue finalement la rejoindre. Ce n'était pas elle, c'était M. Hill.
J'ai dû passer prendre quelques objets hier soir chez ma maman, expliqua-t-il, et je me suis dit que j'allais m'arrêter ici sur le chemin du retour. Comment nous avez-vous trouvés? Cet endroit était à des kilomètres de tout. Nous? Seulement moi, rectifia Miss Mac. Je suis tellement habituée à la présence de Janice, vous savez, que j'ai dit nous par erreur. Dommage qu'elle n'ait pas pu venir, commenta-t-il. Eh bien, c'est maman qui m'a dessiné un plan. Votre mère, comment a-t-elle entendu parler de cet endroit? Gavin Pond est si petit et si isolé qu'on ne l'indique même pas sur les cartes du comté. Oh, maman a vécu dans la région toute sa vie. Elle en connaît chaque mètre carré, répondit-il avec une certaine fierté. Et elle m'a demandé de vous saluer. Votre maman ne saurait pas me distinguer de la petite sœur de Jézabel, s'exclama Miss Mac, dont la surprise se mêla désagréablement à l'impression d'avoir été espionnée, sans savoir comment. Elle a entendu parler de vous. Elle est vieille, mais elle s'intéresse à beaucoup de choses. Miss Mac avait aussi entendu dire que les choses auxquelles s'intéressait Madame Hill avaient tendance à s'étioler et à mourir. Mais elle s'abstint d'en parler à Monsieur Hill parce que, de toute évidence, il l'aimait beaucoup. Il lui rendait assez souvent visite et avait toujours coutume de dire en salle des professeurs qu'il suivait toujours ses conseils et que quand il ne le faisait pas, il aurait dû. Miss Mac espérait simplement que Madame Hill n'avait pas donné de conseils à son fils à propos de Janice Falk et elle. Elle n'avait rien contre lui, mais elle savait reconnaître la jalousie quand elle la voyait, chez un homme ou chez une femme. Elle fit cuire une brème pour le déjeuner, puis ils s'assirent sur les chaises pliantes et bavardèrent un moment. Miss Mac expliqua combien elle regrettait que la saison de baseball soit finie. Vers 16 heures, M. Hill se prépara à partir. « C'était bien agréable, Miss Mac. Maintenant, je sais pourquoi Janice et vous venez ici tous les week-ends. Honnêtement, je suis jaloux. »« Nous y sommes plutôt bien, répondit-elle avec modestie. Mais dites-moi, c'est Halloween? Vous n'allez pas avoir peur ici toute seule? » Miss Macrae. Janice est passée ce matin en portant un masque de Frankenstein et ça ne m'a pas effrayée une seconde. Je suis restée seule ici des tas et des tas de fois. Avant de la connaître, j'étais tout le temps seule. Il ne faut pas vous tracasser pour moi. Ça me rassure. Bien, il faut que je rentre aider Janice à l'école. Allez-y alors. Transmettez-lui mes meilleures salutations et dites-lui de ne pas oublier mes sneakers. Miss Mac regagna sa caravane alors que M. Hill démarrait. Si elle n'avait pas fait de bruit avec ses casseroles, elle aurait entendu sa voiture s'arrêter non loin. Il faisait déjà sombre dans la forêt de pins. M. Hill avait pris l'embranchement qui le ramènerait par la route en terre battue vers Defuniak Springs. Il coupa le contact, descendit sans faire de bruit et ouvrit le coffre. Il sortit une petite boîte en carton remplie de cendres noires mêlées de cendres blanches. L'odeur fétide et la consistance grumeilleuse des restes noircis ne suggéraient pas tant les rebuts d'un poêle à charbon ou une pelletée prise sur un tas de cendres que quelque chose d'organique, mort depuis peu ou même encore vivant et qu'on avait brûlé avec difficulté. Avec un verre doseur qu'il tira d'un sac en papier, M. Hill préleva une portion des deux sortes de cendres et en saupoudra l'une des ornières du chemin qui menait de l'étang vers la route. Puis il en versa une dose dans l'autre, alternant ainsi jusqu'à ce qu'il ait équitablement réparti le mélange. Il jeta alors le verre doseur et la boîte en carton dans le coffre et le referma. Prenant ensuite un morceau de papier jaune dans la poche de sa chemise, il le déplia, l'approcha de ses yeux dans la lumière déclinante et prononça à voix basse les mots qu'on y avait écrits. De la même poche, il tira une feuille unique de calendrier, octobre de l'année en cours, et y mit le feu avec son briquet. Quand elle fut consumée et ses cendres dispersées sur le sol, M. Hill sortit de sa poche de pantalon une boussole d'enfant et une montre bon marché. Des objets comme on en gagne au lancer d'anneaux dans les fêtes foraines. Il vérifia que l'aiguille de la boussole indiquait bien le nord. Il porta la montre à son oreille pour écouter son tic-tac, puis il les laissa tomber dans les tas de cendres et les brisa sous le talon de sa chaussure. Lorsque M. Hill remonta en silence dans sa voiture et s'éloigna doucement, le crépuscule s'assombrissait en nuit. Le vent,
commença à disperser les petits tas de cendres. Seules demeurèrent les plus lourdes, ternes, noires et humides. Les fragments de ressorts, de cadrans et de verres brisés de la montre et de la boussole ne brillaient plus que faiblement. Non loin de là, les grillons de Miss Mac dans leur cage à lapin poussèrent à l'unisson une retentissante stridulation. Miss Mac prépara encore du poisson pour le repas du soir. Ensuite, elle lava la vaisselle et s'installa à la table pour remplir quelques grilles de mots croisés qu'elle abandonna rapidement. Elle aurait nettement préféré jouer aux cartes avec Janice ou essayer de répondre aux devinettes de celle-ci. Elle sortit et regarda le ciel. Elle portait un pullover parce que les nuits étaient fraîches en octobre. C'était la nouvelle lune, mais le ciel était si clair et parsemé d'étoiles qu'elle n'eut aucun mal à discerner le disque obscur. Elle rentra et se coucha avant l'heure habituelle. Elle se sentait seule et se dit que plus tôt elle irait au lit, plus tôt elle en sortirait. Elle avait l'intention de se lever à l'aube en prévision de l'arrivée de Janice. Miss Mac se réveilla à 6 heures du matin, ou du moins à ce que son horloge interne lui disait être 6 heures. Il devait pourtant s'agir d'une erreur, car la nuit demeurait noire. Elle ne distinguait rien. Elle se leva, alla à la porte de la caravane et jeta un coup d'œil embrumé dehors. La nuit était encore profonde et en regardant vers l'est, juste au-dessus du petit groupe des tombes des Gavin sur l'autre rive de l'étang, elle ne put discerner aucune lueur à l'horizon. Miss Mac se dit simplement qu'elle était si excitée à l'idée que Janice allait venir qu'elle s'était levée 1 heure ou 2 trop tôt. Elle s'apprêtait à se recoucher quand elle remarqua soudain dans le ciel le même disque de lune obscur qu'elle avait vu plus tôt dans la soirée. Il n'avait pas changé de place. Elle en fut désorientée. La lune se lève, la lune se couche, elle ne reste jamais immobile. Miss Mac essaya de se persuader qu'elle avait peut-être un peu bougé. Dans ce cas, elle n'avait pas dormi 8 heures, mais seulement 1, ce qui expliquerait également pourquoi il faisait toujours aussi noir. Pourtant, elle avait la sensation d'avoir vraiment dormi. Elle rentra dans la caravane et se recoucha. Si elle n'avait sommeillé qu'1 heure, elle allait donc se rendormir jusqu'au matin. Peut-être serait-elle réveillée par le klaxon de la voiture de Janice. Mais elle ne put retrouver le sommeil. Elle n'était plus fatiguée. Elle avait faim. Elle avait envie d'un petit déjeuner. Aussi, se traitant de sotte, alluma-t-elle une lampe et le petit réchaud et se prépara-t-elle du bacon et des œufs qu'elle dévora. Elle se tint de nouveau à l'entrée de la caravane et regarda de l'autre côté de l'étang. Le ciel ne s'était pas éclairci, la lune n'avait pas changé de place. « Je suis en train de rêver, dit-elle à voix haute. Je dors et je rêve. » Elle se retourna vers son lit comme si elle s'attendait à voir son double en plein sommeil. Son regard se porta de nouveau vers l'obscurité. Elle se pinça le bras et l'approcha de la lampe pour constater que sa peau rougissait. Elle décapsula nerveusement un Coca-Cola et, enfilant un pull par-dessus sa chemise de nuit, sortit, marcha jusqu'à sa voiture et alluma la radio. 2 stations seulement émettaient, aussi comprit-elle que la nuit était effectivement avancée. D'autres prenaient l'antenne vers 4 ou 5 heures pour le bulletin de météo. Il devait donc être plus tôt que cela. Elle chercha WBAM à Montgomery et tomba sur l'animateur. « C'est la nuit de Halloween. Prenez garde à ce que les farfadets ne vous attrapent pas. Verrouillez les portes et tirez les rideaux, les enfants. Il est 2 heures du matin. N'allez pas traîner près des cimetières. » La chanson qui suit est pour Tommy et Julie. Il s'agit de... Elle éteignit. Elle éprouvait un net soulagement car au moins elle connaissait l'heure. Néanmoins, la lune l'intriguait toujours. Elle leva les yeux et, pendant 1 seconde, se réjouit de voir que l'astre avait enfin changé de position. Quand on se réveille au milieu de la nuit, on a encore l'esprit confus et elle n'avait fait qu'aggraver les choses en prenant son petit déjeuner à 1h30 du matin. Avec un soupir, certaine que maintenant elle allait pouvoir dormir, Miss Mac descendit de la Pontiac. Le claquement de la portière la réconforta. Souriante, elle regarda la lune. Et son soulagement s'évanouit aussitôt. Ce n'était pas la lune qui avait changé de position, c'était elle.
Lorsqu'elle regagna la caravane et qu'elle vérifia, l'astre sombre était toujours suspendu à la même distance, au-dessus de la cime du même cyprès qu'au moment de son petit déjeuner prématuré. Elle rentra et se mit au lit une troisième fois. Elle attribua prudemment sa nervosité à l'étrangeté d'être debout et d'aller et venir à une heure aussi tardive. Se forçant à dormir, elle sombra dans l'inconscience et s'éveilla, lui sembla-t-il, de nombreuses heures plus tard. En tout cas, elle ressentait indéniablement l'hébétitude et la fatigue physique dues à un trop long sommeil. Elle se précipita à la porte de la caravane. La lune n'avait pas changé de place. Négligeant cette fois-ci d'enfiler son pull, elle courut à la voiture et alluma la radio. WBAM diffusait de la musique et elle se rabattit sur la seule autre station. Elle entendit la fin d'une chanson puis le speaker prit l'antenne. 2 heures du matin. Voici le résumé des principaux titres de la journée. Elle éteignit. Immobile, sur le siège avant, le menton posé sur le volant, elle contemplait la lune en essayant de déceler la plus infime modification de sa position. Elle ne put en révéler aucune. Miss Mac, n'ayant rien d'autre à faire, se prépara encore du bacon et des œufs. Tandis qu'elle cuisinait et mangeait assise à sa table, elle s'abstint d'observer la lune. Elle voulait attendre d'avoir lavé et rangé la vaisselle. Elle alla vaillamment à la porte et regarda, en prenant bien soin de se poster exactement à l'endroit où elle s'était tenue auparavant, afin que le moindre changement fût décelable. La lune n'avait pas changé de place. Il était toujours 2 heures du matin sur WBAM, ainsi que sur l'autre station. Cette fois-ci, elle écouta la chanson dédiée à Tommy et Julie et resta pour suivre le résumé des principaux titres de la journée. Il ne se passait pas grand-chose la nuit de Halloween. Avec une soudaine détermination, Miss Mac courut à la caravane, s'habilla rapidement et ressortit pour remonter dans sa voiture. Elle mit le contact et recula sur le sentier. Les grillons étaient dans leur cage sur la banquette arrière, emportant avec eux la voix de la forêt. Miss Mac allait rentrer à Babylone et raconter à Janice qu'elle n'avait pas du tout apprécié d'être seule ici. Les phares de la voiture faiblissaient un peu. Sans doute avait-elle trop utilisé la radio et sollicité la batterie. Elle n'emportait plus de batterie de rechange dans le coffre car la saison de baseball était terminée et cette précaution n'était plus nécessaire. Miss Mac se sentait tellement soulagée à l'idée de quitter Gavin Pond qu'elle ne comprit qu'elle avait dépassé l'embranchement que lorsqu'elle longea le cimetière de l'autre côté de l'étang. N'allez pas traîner près des cimetières. Elle accéléra. Au bout d'1 minute ou 2, elle avait fait le tour complet de l'étang et passa à nouveau devant la caravane. L'embranchement n'était qu'à une 20aine de mètres de la clairière. Elle mit les pleins phares et ralentit. Avant qu'elle ait pu trouver le bon chemin, ses phares se réfléchirent sur les pierres tombales des Gavin. Elle l'avait encore manqué. Elle fit 7 fois le tour de l'étang à la recherche de l'embranchement et le rata à chaque passage. Ce n'était pas possible. Jamais encore elle n'avait manqué la sortie. Elle formait une trouée parfaitement évidente entre les arbres. La nuit, les phares de la voiture auraient dû se refléter sur le quartz des graviers dans les ornières. La lumière des phares baissait à chaque nouveau circuit autour de l'étang. Elle le constatait au reflet que renvoyaient les pierres tombales. La lune ne changeait pas de place. La stridulation des grillons sur la banquette arrière enflait. Miss Mac freina brutalement, plongea la main à l'arrière et balança la cage par la vitre ouverte. Elle dut heurter le tronc d'un arbre et s'ouvrir sous le choc car la clameur se dispersa. Miss Mac regretta immédiatement son geste. Après avoir donné à M. Hill tout le poisson qu'elle avait pêché la veille et consommé ses réserves de bacon et d'œufs durant ses 2 petits déjeuners sur les nerfs, il ne lui restait plus rien à manger. Et elle venait de jeter les appâts qui auraient pu servir à attraper d'autres poissons. Ce fut un maigre réconfort que de se souvenir que le poisson ne mordait pas la nuit. Elle conduisait plus lentement en faisant de nouveau le tour de l'étang, et elle commença même à chercher le chemin qui menait à la route de Defuniak Springs en regardant de l'autre côté de Gavin Pond, où elle savait qu'il devait se trouver. Elle pinça ses gros bras jusqu'à ce qu'ils soient couverts de douloureux bleus, espérant à chaque fois se réveiller n'importe où, mais loin d'ici. Elle comprit soudain qu'elle n'épuisait pas seulement la batterie, mais aussi l'essence. Il lui en restait peu.
Elle n'avait pas regardé le compteur kilométrique lors de sa première tentative de départ. Quoi l'aurait-elle fait? Mais elle estimait avoir déjà parcouru 60 ou 70 kilomètres en ligne droite. Cette distance l'aurait ramenée à Babylone. La lune n'avait pas changé de place. Miss Mack arrêta la voiture près de la caravane, en descendit et rentra. Épuisée, elle se remit au lit et sommeilla. Elle ne sut combien de temps. Elle espérait qu'en se levant, il ferait jour, que ce serait Janice qui la réveillerait en toquant à la porte. Elle espérait que tout cela n'avait été qu'un rêve. Certes, ça y ressemblait beaucoup, et qu'elle pourrait en précipiter la fin en sombrant dans l'inconscience. Elle s'éveilla, et il faisait nuit. Sans oser regarder la lune, elle sortit pour regagner sa voiture. Le véhicule démarra, mais paresseusement. W.B. Hayhem dédiait toujours une chanson à Tommy et Julie, et elle connaissait presque par cœur le flash info de 2 heures du matin. Miss Mack recommença à tourner autour de l'étang, et les phares déclinants de la Pontiac éclairaient en une brutale alternance tantôt le métal de la caravane, tantôt la pierre blanche des tombes. Elle ne cherchait même plus l'embranchement. Elle conduisit aussi vite qu'elle put en rondes successives autour de Gavin Pond jusqu'à ce que la voiture en panne sèche termine sur sa lancée après le cimetière. Miss Mack alluma une dernière fois la radio. On percevait faiblement la chanson dédiée à Tommy et Julie. Elle l'écouta jusqu'au bout en pensant « S'il diffuse un autre air, alors je saurai que le temps s'écoule et tout ira bien. Si c'est la même, alors je saurai que je suis en train de rêver. » La batterie rendit l'âme sur les dernières notes. Les phares qu'elle avait laissés allumés finirent par s'éteindre. Elle descendit de voiture et rebroussa chemin. Elle longea le cimetière et remonta lentement la piste dont l'embranchement avait inexplicablement et incontestablement disparu. Sur le trajet qui la ramenait à la caravane, elle garda les yeux fixés sur les ornières dans le sol et concentra toutes ses pensées sur la sortie. Elle ne voulait pas la manquer par distraction. Mais elle n'était pas là. Elle ne s'arrêta pas une fois arrivée à la caravane et continua à marcher sur la route circulaire jusqu'à ce qu'elle retrouve la Pontiac, qui exhalait encore sa chaleur par quelques cliquetis. N'allez pas traîner près des cimetières. Dès lors, il paraissait inutile de rester sur le sentier. Elle s'enfonça dans la forêt de pins, se dirigeant droit vers le nord, à l'endroit où la route de terre conduisait à Defuniak Springs. Sa progression et sa vitesse étaient contrariées par la densité du sous-bois et des ronces. La forêt et la nuit étaient si noires qu'elle se cognait parfois de plein fouet à un arbre qu'elle n'avait pas vu. Pourtant, elle se souciait peu d'aller vite et préférait conserver la même direction. Elle avançait droit devant, sachant qu'en marchant assez longtemps, elle finirait bien par arriver quelque part. Elle avait perdu de vue la lune obscure, car le couvert des arbres était trop épais pour lui permettre de la distinguer. Mais Miss Mack savait que l'astre se trouvait dans son dos, et elle tirait un certain réconfort de l'idée qu'elle s'en éloignait. Finalement, au bout d'1 heure de marche environ, elle atteignit une petite clairière dans la forêt. Elle entreaperçut une eau sombre. Mais avant même de voir la caravane et les pierres tombales qui luisaient sur la berge opposée, elle comprit qu'elle était revenue à Gavin Pond. Elle fit une nouvelle tentative, repartant sans attendre droit vers le sud. Il y avait un chemin de ferme qui n'était probablement pas éloigné de plus d'1 kilomètre, près duquel se dressaient de vieilles cabanes de métayers. Miss Mack ne se souciait plus de savoir si elles étaient habitées ou pas. Qu'elle puisse seulement atteindre cette route et elle serait tirée d'affaire. Elle marcha pendant un temps qu'elle était incapable d'évaluer. Peut-être 30 minutes, peut-être des heures. Avec plus d'attention encore que la fois précédente, elle maintint sa direction. De cela, elle était certaine. Pourtant, une fois de plus, elle aboutit à la clairière, à la caravane et au reflet des pierres tombales de l'autre côté de l'eau. Pour la première fois de sa vie, Miss Mack éprouva une peur réelle et incontrôlable. Elle ne pouvait s'échapper d'aucune façon. Il n'y avait plus de sentier qui partait de la piste circulaire. Toutes les issues à travers la forêt la ramenaient directement à son point de départ. Elle n'avait plus de nourriture dans l'abri et plus d'appât pour pêcher. Sa lampe à pétrole ne durerait pas éternellement et le matin n'arriverait jamais. Son seul espoir était qu'elle soit en train de dormir et de rêver. Avec cette unique pensée, Miss Mack
regagna la caravane, s'étendit sur le lit et s'endormit. Lorsqu'elle se réveilla et il faisait noir, c'était toujours la nuit de Halloween. La lune n'avait pas changé de place. Et je vous souhaite un joyeux Halloween. Michael McDowell, 1950-1999. Avant d'embarquer pour Hollywood, où il sera à l'origine de Beetlejuice et de L'étrange Noël de Mr. Jack, l'auteur et scénariste diplômé de Harvard connaîtra une décennie prolifique, durant laquelle une trentaine de ses livres paraîtront dans des genres aussi différents que le polar, le roman de guerre et le thriller surnaturel. La bibliothèque Michael McDowell, amorcée avec la publication de la saga Blackwater, a pour objectif de réunir ses premières œuvres, parues entre 1979 et 1983, et qui ont en commun son obsession de la famille et de la vengeance, son goût prononcé pour la mort et les petites villes, et enfin, un immense talent pour raconter des histoires captivantes.